Ça se lance. Ouais, ouais, puis après, bon, y a pas de soucis ici. Ah, j'allais dire, t'as disparu. Ah, j'ai failli disparaître. J'ai failli me faire disparaître. Tu vois, c'est en train On de est en charger. même temps, c'est bon? C'est en train de charger. Allez, c'est parti. Bonjour à tout le monde. Donc, bienvenue encore sur le troisième direct de la semaine, sur des interviews. On aura passé une super semaine. J'aurai eu la chance d'avoir des grands champions. Et on va finir encore par une très très bonne personne que moi je connais pas personnellement, mais on va apprendre à découvrir tous ensemble. On a vu son parcours cette année à la Marseillaise, en plus dans des conditions difficiles, parce qu'il jouait, il faut le rappeler, avec Nicolas Perry, donc ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, nous sommes en présence de notre compatriote Nicolas Molins, qui est licencié à Palvas, pétanque. Donc merci à toi Nico je me permets de dire Nico, hein, merci à toi d'avoir accepté ma demande. On va parler, comme je t'ai dit, un petit peu de tout et puis de tes passions aussi dans la vie et puis de tes objectifs futurs par la suite. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter un petit peu pour que les gens ils puissent apprendre à te connaître. Je m'appelle Nicolas Molès, comme tu viens de le dire. Euh, je suis dans le département de l'Hérault. Alors j'ai passé ma plus grande partie du temps à Palavas Pétanque avec son président Gilles Bonucci, où je faisais l'équipe avec Toto Villaret et Fred Févrer entre autres. Puis après, ça fait 2 ans que j'ai signé là à Valras, où je joue avec Benoît Moros, connu en jeune. Oui, il a fait la finale PPF 2020. Voilà, il a fait avec Thierry Mézantri, bien sûr, la C'est ça. finale PPF 2020, exact. Voilà, donc mon parcours, j'ai pas fait beaucoup de clubs, hein, j'avoue, je suis assez fidèle pour les clubs. Mais voilà, la plus grande partie de la pétanque, je l'ai faite à Palavas. D'accord, très bien. Quelque chose qui se perd beaucoup de nos jours, comme dans la vie professionnelle, les gens ils aiment bien changer. Alors pourquoi? Pourquoi c'est devenu comme ça je peux pas te le dire. Mais c'est vrai que de nos jours on le voit, c'est rare que des joueurs fassent un ou deux clubs dans une carrière. Ils aiment bien changer. Est-ce que toi tu penses, t'as une idée pourquoi ils changent comme ça? Ben, il y a plusieurs raisons, et surtout il y a plusieurs niveaux. Bon, les professionnels, c'est normal, c'est leur vie, donc ils vont au plus offrant, Bien sûr. qui est assez logique. Et puis des joueurs comme nous, des joueurs moyens, c'est qu'on pense toujours qu'on va trouver mieux à côté, voilà, tout simplement, ou on a un ami qui est là-bas, donc on veut lui faire plaisir. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu pour ça. Hein. Donc je veux dire, mais moi, bon, j'étais bien à Palavas, j'avais une bonne équipe. Il y a toujours eu des bons joueurs, avec l'arrivée de Mika Rosati. D'ailleurs, il te passe le bonjour, il vient d'arriver. Voilà, il y a toujours des bons joueurs, hein, à Palavas Pétanque. C'est un des clubs qui représente bien l'Hérault, il faut le dire, à l'heure actuelle. Et puis Palavas, qui font sans doute le plus beau concours féminin du monde. Oui, ah mais oui, oui, mais là, ils n'ont pas fait que ça. Gilles Bonucci et son équipe a fait les Masters Pétanque, Trophée des Villes, je ne sais pas combien de fois. Je veux dire, c'est un club qui s'investit énormément. Médiatiquement, il est très reconnu. Ouais, c'est un club qui veut faire progresser la pétanque et ça c'est important parce que on en a besoin. Très bien. Du coup, Nico, on le sait tous que tu as d'autres passions dans la vie. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? En fait, bon, j'ai une grosse passion que j'ai arrêtée parce qu'avec l'âge, on ne peut plus le faire, c'est la course camarguaise. J'ai commencé par ça comme sport, on va dire, entre guillemets. Alors, je rassure les gens qui ne connaissent pas la course camarguaise. On se trouve dans une arène, mais on ne tue pas les taureaux, nous, hein. On est les personnes habillées en blanc. Je veux dire, vous allez sur la barre de recherche Google et vous tapez course camarguaise, vous verrez un peu ce que c'est. Voilà, le taureau, on n'y fait rien du tout. On joue avec, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Et après, donc à l'âge de 30 ans, physiquement, je ne pouvais plus faire ça. Parce que quand on va devant des taureaux, c'est compliqué physiquement après. Et j'ai commencé la pétanque sérieusement, avec mon frère. Très bien. Très très bien. Du coup, tu me l'as dit, on va en parler un petit peu. Tu as
aussi un peu de la communication et de la présentation. Tu as fait un petit peu. Tu vas aussi le développer. Je te laisse en parler un petit peu, comme ça, après on rentrera dans le sujet de la pétanque. J'ai eu la chance, moi, surtout au niveau animation, de commenter les Masters. C'était en 2015, c'était pour la chaîne Bein Sports. Ça a été une belle expérience pour moi. J'ai côtoyé tous les bons joueurs que je côtoyais. Bon, en principe, ils m'avaient été étalés dans les parties, mais là, bon, je les voyais autrement, on va dire. Et il y a des bonnes personnes dans le haut niveau, il y a des très bonnes personnes. Et après, donc, ça m'a donné envie de faire de l'animation. Donc, je joue un petit peu au boule, mais je me tourne plus maintenant vers de l'animation des nationaux avec mon ami Laurent Gosse qui m'aide. Qui est Laurent, tout le monde le connaît bien sûr dans le monde de la pétanque. Après, comme on le sait, il y a beaucoup d'amateurs qui sont dans le groupe aussi. Donc Laurent Cos qui fait aussi les discours sur l'équipe, la chaîne L'équipe, au bord des terrains. Tout à fait. Tout à fait. Très bien, donc Qui travaille aussi pour la fédération. c'est ça, tout à fait, on est d'accord. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Nicolas, avant de... Plus tard, on reviendra un petit peu sur tout ça dans tes objectifs futurs. On va partir de la base. Comment la pétanque... comment t'es venu la passion de la pétanque? Moi, je crois comme tout le monde, avec un repas de famille, après une grillade, comme ça, à l'âge de 10-11 ans, on s'amuse. Donc moi, je me suis amusé en famille. Puis après, voilà, j'ai découvert la course camarguaise, donc jusqu'à 30 ans. Et puis à 30 ans, j'ai joué sérieusement avec mon frère, avec qui je me suis qualifié pour la première fois au championnat de France. Très bien. Donc c'est venu comme ça, et puis après c'est devenu une passion. J'ai eu la chance d'intégrer, comme j'ai dit, le club de Palavas, qui m'a fait confiance, avec qui j'ai joué avec de très bons joueurs, comme Brice Plessier, qui a été champion de l'Hérault tête à tête une ou deux fois, je crois, champion de Ligue. Et puis Jean Guillaret, avec qui on a été champion de l'Hérault et champion de Ligue. Donc voilà, et puis après j'ai eu la chance de jouer avec des super joueurs comme Marie Lucien, Michael Rosati, Alexandre Mallet, que vous avez interrogé la semaine dernière. Ouais, Voilà, un des petit... joueurs comme ça qui m'ont tiré vers le haut. Et Nicolas Pelli, parce que si je l'oublie, il va me tuer. Nicolas Pelli, bien sûr. Ouais, Nico, c'est vrai que il est moins connu que les grosses stars, mais c'est un super joueur qui a un joli palmarès et j'aurai la chance de l'avoir à ta place dans le mois prochain, qui a quand même une demi-finale de championnat de France triplette. Ça, faut pas l'oublier. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais il a quand même fait de demi. Et puis, ouais, c'est un bon personnage sur un terrain de boule aussi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. D'accord, donc je vais te dire, il y a des débriefings qui passent au bonjour. Irène Barcelo, Gilles Janot. D'ailleurs, il y a Irène qui dit au départ c'était en famille la pétanque avant la passion. C'est vrai que on a tous connu ça au début, on joue en famille et puis après, paf, on dit tiens, bah allez, on va aller prendre une licence et puis ben, après on est amoureux de ce sport et c'est dur de lâcher. Très bien. Du coup, est-ce que toi, tu te souviens à quel âge tu as jeté ta première boule? Je pense comme beaucoup, vers l'âge de 6-7 ans, en famille, où on jette un peu n'importe où les boules retombent presque sur la tête. Puis quand on va pouvoir jouer dans le rond, tout le monde s'écarte. C'est vrai, c'est vrai. Très bien. Ouais, non, je pense que vraiment la passion, c'est quand on commence à avoir des résultats et qu'on commence à faire ce qu'on veut avec les boules, quoi. Voilà. C'est ça. Je pense que c'est là où ça devient une passion, en fait. C'est ça, c'est ça. Il y a Geoffrey Brichas qui te passe le bonjour. J'espère que je ne me trompe pas dans les noms. Oui, Geoffrey, c'est le joueur qui reprend là, avec qui je devais faire le doublette, mais je pense que je ne pourrais pas le faire le doublette cette année, puisque je dois faire l'animation au niveau du championnat de l'Hérault cette année. Donc je vais un petit peu abandonner les championnats, mis à part le triplette. Voilà, mais c'est un super joueur. Super joueur de l'Hérault. Du coup, Nico, ta première licence de pétanque, tu l'as dit, ça a été à Palavas. À quel âge, tu t'en rappelles, à quel âge ça a été ta première licence? Je crois que je l'avais prise, ça devait être dans les 23, 24 ans, dans ces eaux-là. Très bien. C'était pour faire plaisir à mon frère et en fait, on faisait les nationaux, mais moi le dimanche, je pouvais plus jouer parce que j'allais dans les arènes raceter, donc on laissait passer les gens. Je me rappelle de ces souvenirs-là.
Ça m'est arrivé une fois et franchement, c'est vrai que ça fait chier parce que tu te dis que tu peux te qualifier pour le lendemain, donc c'est pas donné à tout le monde puisque, comme on le sait, généralement il y a entre 200 et 500 équipes dans les nationaux, et à la sortie, ça fait toujours chier aussi pour ses coéquipiers, donc ouais, ça, je suis d'accord, c'est compliqué. C'est pour ça que je jouais qu'avec mon frère, en fait, parce que c'était le seul à accepter ça. Très bien. Tiens, nous avons le troisième de l'épopée de la Marseillaise, Jean-Claude Jouffre, qui te passe le bonjour. Ah, mais là, Jean-Claude, je vais en parler de Jean-Claude parce que c'est quand même un joueur. Et franchement, Il n'y a pas de souci. ce qu'on a fait à la Marseillaise, on n'a pas fait avec 4 boules. Donc, ça, je voulais dire que Jean-Claude, c'est un super gars. Franchement, qui joue ses boules. Parce que, comme je le dis, on ne peut pas faire ce parcours de la Marseillaise avec 4 boules. Donc, je tenais à dire que c'est une très belle personne. Voilà. Il est un super joueur. Et malheureusement, avec la crise sanitaire, il aurait dû participer au Master 2021 avec 2020, pardon, avec sans doute le meilleur joueur de la planète, Henri Lacroix. Donc, on lui souhaite que ça se refasse pour 2022. Je crois qu'il ne change pas les équipes, d'après ce que j'avais entendu. Bon, on verra. Il y a Benoît Monroe qui vient d'arriver. T'en parlais tout à l'heure. C'est mon coéquipier du triplette à Valras. Ouais, c'est un jeune prometteur et ouais, très prometteur et en plus qui est très humble parce que il participe beaucoup à la vie de la pétanque, même sur les réseaux sociaux. Et des joueurs qui font des gros résultats comme ça, comme il a fait en étant jeune, c'est rare qu'ils participent aussi à des petits concours sans intérêt. Tu vois ce que je veux dire, où c'est juste pour jeter des boules, et c'est super sympa de sa part parce que ça amène une plus-value et ça montre son état d'esprit aussi. Très bien. Ouais. Du coup, t'as pas fait l'école de pétanque en démarrant ta licence à 20, une vingtaine d'années. Ton parcours club, tu nous l'as dit, t'en as fait deux. Non, pas tout. T'as fait deux clubs, tu nous as dit, Palavas-les-Flots et Palvras. J'ai commencé quand même dans mon village, au Crest. Ouais. C'était un petit village où j'ai eu un petit bon président. J'ai eu Jean-Paul Rigaud comme président à l'époque, qui est le président du comité de l'Hérault actuel à partir de cette année. Donc je passe un petit bonjour aussi. Et après j'ai fait Palavas parce que voilà. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu, comme je t'ai dit aussi, le côté sponsoring, et puis la présentation du club où tu es licencié. Donc le premier, est-ce que toi tu es sponsorisé par quelqu'un ou par une entreprise ou pas? Non, pas du tout. Puis après, ça dépend ce qu'on appelle sponsoring, parce que moi qui ai fait du haut niveau en course camarguaise, je sais ce que c'est le vrai sponsoring. Si les gens estiment qu'avoir un t-shirt, une paire de boules, c'est du sponsoring, c'est pas ça pour moi du sponsoring. Le vrai sponsoring, c'est ce qu'a dit Dylan Rocher, voilà, ça c'est du sponsoring. Après, c'est juste une entente, on va dire, entre une entreprise et un joueur de pétanque. Voilà. C'est pas du vrai sponsoring. Je veux dire, avoir un t-shirt, pour moi, c'est pas un sponsoring. Voilà. Moi, j'ai eu Lilian Mounier hier justement en interview, et lui, bien sûr, avec un prime café d'ailleurs, je l'ai mis aujourd'hui, tu verras Lilian, je sais qu'il va regarder. Il disait que lui, il faisait il appelait pas ça le sponsoring, il appelait ça un partenariat avec des joueurs. Il faisait des partenariats avec des joueurs où il leur donnait des tenues, une paire de boules, mais il appelait pas ça un sponsoring, il appelait ça un partenariat. Je pense que tu as raison, c'est plus juste d'appeler ça comme ça. Ah oui, sans problème. Le sponsoring, c'est un contrat, déjà, il y a un contrat, il y a de l'argent, il y a bien sûr des vêtements avec la marque et tout, mais il y a de l'argent aussi. Moi, je suis d'accord pour le mot, voilà, partenariat, je suis un peu plus d'accord. Voilà. Très bien. Du coup, tu nous l'as dit, tu es licencié à Palvras. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton club? Parce que c'est bien aussi, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas et du coup qui sont peut-être dans la région et ça va peut-être les motiver à venir dans ce club-là. Je te laisse nous parler un peu de ce club, le nombre de licenciés, ce que vous faites, les ambitions un petit peu. Alors, pour mon club actuel à Valras, alors c'est un petit club sympa qui a limité ses licenciés, c'est-à-dire qui a limité à une centaine de joueurs max, je crois, où il y a de très bons joueurs, des champions de l'Euro, des champions, pas mal de champions. C'est resté esprit village, c'est-à-dire que très convivial, d'accord, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre, tout le monde au même niveau. Et voilà, j'aime bien cette mentalité, c'est un peu la mentalité qu'il y avait aussi à Palavas, où là quand même il y avait un niveau élite, il faut dire les choses. Et
vraiment très convivial et très bien. Franchement, moi j'adore ce club au niveau de la mentalité. Après, pour les joueurs qui ont un bon niveau pétanque, franchement, oui, il faut choisir des clubs comme Palavas, qui pour moi, voilà, où il y avait Metz à une époque aussi qui était pas mal, avec de très bons joueurs. Il y a toujours eu des bons clubs dans l'Hérault, les choses comme elles sont. Mais maintenant, tous les bons joueurs sont un peu éparpillés, ce qui fait qu'on parle moins de l'Hérault peut-être. Mais si tous les bons joueurs de l'Hérault arrivaient à jouer ensemble, je pense que ça serait pas mal. En plus, on sait que Palavas les Flots, ils ont fait une belle recrue cette année, encore un jeune talentueux, le frère Amika, Enzo, qui a signé là-bas. Tout à fait. Ils vont jouer ensemble. Donc on peut le voir aussi que... C'est une très belle recrue. Ah oui. Mais il faut savoir que Palavas, alors je vais vous donner une info, c'est que Palavas, la compétition préférée du président Gilles Politi, c'est la Coupe de France. Et on a eu la chance nous, de faire la finale de la Coupe de France, la finale à 8. Donc, et c'était une belle aventure. Mais je sais que Gilles Politi fait tout pour avoir une belle équipe en Coupe de France. Et c'est une très belle recrue. Parce que ce sont des garçons, que ce soit Mika ou son frère, ce sont des garçons très simples et qui jouent très bien à la pétanque. C'est ça. Et qui ont une certaine expérience quand même, parce qu'ils ont des championnats de France. Ils sont passés plusieurs fois devant la télé avec le trophée des villes, donc c'est quand même une force supplémentaire d'avoir de l'expérience. En plus, ils sont jeunes, surtout Enzo qui est très jeune. Donc c'est super, moi je suis content parce qu'en plus ils vont jouer ensemble et je pense qu'il y a moyen qu'ils fassent des bons résultats tous les deux ensemble. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, Nico, c'est qu'on va passer un petit peu sur le questionnaire du groupe. Donc tu verras, c'est diversifié. Il y a de la technique, il y a de la tactique, il y a aussi de la stratégie. Il y a aussi la première question, c'est ton palmarès. Parce que ça peut être sympa. Je vais te laisser exprimer un petit peu ton palmarès. Ouais. Moi j'étais donc champion de l'Hérault, triplette, champion de Ligue. J'ai fait une dizaine de championnats de France différents. J'ai fait une finale Coupe de France. J'ai fait des masters. J'ai fait 2 fois quart de finale au Trophée des Villes, dont une fois contre Lyon et Mika Rosati, qui joue avec Sario ce jour-là. Voilà, après mon palmarès dans les nationaux, là, j'ai réussi à faire un quart de finale à l'Euro pétanque, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, d'accord. C'est un des plus gros concours. Cette année, le demi de la Marseillaise, on a fait les 8e à Fréjus aussi cette année avec Jean Villaret et Jean-Claude Jouffre. Donc voilà, oui, j'ai pas mal fait de choses de bon niveau, pour le petit niveau que j'ai, on va dire, entre guillemets. Voilà. Très bien. Du coup, on va s'étaler un petit peu sur votre parcours 2020 de la Marseillaise. On a du mal encore à situer 2020-2021 avec cette crise sanitaire. Mais on va en parler un petit peu parce que, en plus, vous avez battu des grosses équipes. Vous avez battu les champions de France en titre. Ouais, avec une très belle partie. Ouais. Je vais te laisser un petit peu nous parler de tes épopées parce que je pense que c'est, malgré tout, tous les titres que tu as eu, donc, comme tu dis, dans l'Hérault, les championnats de France que tu as fait, etc. La Marseillaise, c'est un concours à part, tout le monde le sait. Donc je pense que ça doit être une émotion supplémentaire. Ah oui, c'est sûr. Mais de toute façon, comme j'ai dit, moi, à tous mes amis, franchement, j'espère pour eux qu'un jour ils vivront ça. Parce que la Marseillaise, alors elle est critiquée par certains, on sait pour les raisons, on connaît les raisons, il n'y a pas de souci. Mais quand vous arrivez à ce qu'on a fait nous, pour notre niveau de jeu, je veux dire, moi je le souhaite à tout le monde de vivre ça au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois. Très bien. Et donc après, pour revenir sur cette Marseillaise, ça a été compliqué contre les champions de France, on le voit dans la partie. Oui, est-ce que vous êtes filmé par Boulisnot? Oui, on était pas. Eh bien, en fait, à la base, elle était prévue sur France 3, cette partie-là. Elle était prévue sur France 3, puis au dernier moment, certains ont estimé qu'il y avait une partie plus jolie. Je crois que c'est la partie de Kiki Dubois, je crois, qui était télévisée à notre place. Donc on s'est retrouvé devant Boulisnot et à l'arrivée, notre partie a été magnifique, elle a duré 2 heures, je crois, un peu plus de 2 heures. Et c'est vrai que dans cette partie, on est mal, on est très très mal, on est 11 à 2 ou 11 à 3 derrière, il me semble. On est d'accord. Et on arrive à la gagner. Après, il y a une très belle partie, pourquoi? Parce qu'en face, ça joue très très bien, c'est les champions de France. Bien sûr. Voilà. Donc,
pour avoir une très belle partie, il faut deux belles équipes. Parce que voilà, il y a eu deux belles équipes ce jour-là sur ce carré d'honneur de c'est notre. Très bien. Après, derrière, on voit. Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Ben, je voulais juste revenir sur le parcours, comme tu m'as dit. Oui. Après, derrière, on prend l'équipe de Marseille de Nicolas Lavalli, qui est une très bonne équipe de Marseille, où il joue un peu en dessous et donc on se qualifie. Puis après, derrière, parce qu'on n'était pas de tout repos ce week-end-là, on n'est pas passé par la petite porte. On prend Fred Bauer, qui joue avec Ben Molinas, le centre. Ouais, c'est vrai. Donc encore une partie très compliquée qu'on arrive à gagner 13-11. Et le lendemain, en quart de finale, nous déjà, on avait déjà dans notre thèse, on avait fait le top du top. Hein, et on arrive à battre Mikey Molinas avec Ben Molinas et Patrick Emile. Voilà. Alors là, bon, et à partir de là, pour nous, c'est que du bonheur. Et on arrive dans le dernier carré. Et je pense qu'il y a un peu de fatigue, la sensation d'avoir fait le bout. Le boulot. Donc on a un peu déjoué ce jour-là. Ouais, moi j'aurais été les organisateurs de la Marseillaise. À Jean-Claude et à toi, je vous aurais attribué le trophée du mérite. Parce que Nico, c'est un personnage quand même. Il est super gentil, il est très fort, mais il est pas facile à jouer quand même des fois. Nico, il a du caractère, Mais c'est un gagnant. Voilà, ce que j'allais dire, c'est que, alors d'un côté, c'est le joueur de caractère et les âmes sensibles savent se tenir de jouer avec lui. Mais de l'autre côté, ça peut renverser des montagnes. Ah mais D'accord. c'est très très fort. Donc voilà. On est d'accord, c'est un super gars. Moi j'aurai la chance d'échanger avec lui au mois de mars. On va caler la date, donc on vous la fera suivre à tous. Donc voilà, très bien. Du coup, on va continuer un petit peu. Avec quelle boule toi tu joues, Nico? Alors au début, j'avais essayé les ATX. Ouais. Et alors elles ne correspondaient pas du tout à mon style de tir, à ma façon de pointer. Parce qu'elles faisaient énormément de recul. Puis pour jouer dessus, par exemple, avec un peu de goudron et tout ça, j'avais du mal, moi. Donc je me suis tourné vers les RCC. Les RCC qui sont très très bien. Et une autre boule à laquelle on peut mettre aussi, c'est la dernière de chez Decathlon. La Omega. La Omega, ouais. C'est ça. Kudza Omega, ouais. La Omega est pas mal, mais elle s'abîme très vite. C'est ça. Voilà, c'est des boules qui s'abîment très vite. D'ailleurs, je crois que il y a Simon Cortez qui a fait qui joue avec, puisque c'est l'ambassadeur chez les garçons. Et nous avons les deux Elodie qui jouent avec aussi, et ils en sont très contents. Après, comme tu dis, c'est des boules qui s'usent très vite. Ouais. Ça on en est conscient. Ouais, moi j'ai la chance d'avoir mon fils là qui est sponsorisé par Decathlon, donc j'ai eu la chance de pouvoir les essayer. Et je t'avoue franchement qu'elles sont pas mal. Elles sont pas mal, mais voilà, faut pas s'attendre à les garder 5 ans, c'est pas possible. Hein. Non, c'est moi, pas possible. Moi ça fait un an et elles sont vraiment abîmées. moi j'ai choisi les Pi. Mais elles sont bien aussi, elles sont très bien les Pi. Elles me conviennent très bien. Très bien. Du coup, on va parler un petit peu plus sur toi. Ta formation préférée, tu préfères le tête-à-tête, doublette, triplette ou le mixte? Le triplet. C'est le plus beau. Le triplet, pour moi, ça reste la compétition reine. Pour moi. Très bien. En plus, le triplette, c'est peut-être le plus stratégie chez les garçons. Parce que en doublette, on tire beaucoup chez les garçons. Le triplette, je pense qu'il est un peu plus stratégique. Oui, puis il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. La composition de l'équipe, voilà, les postes interchangeables. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, ce qui fait qu'elle est plus intéressante à jouer. Très bien. Est-ce que toi, tu as un terrain de jeu préféré? Un style de terrain? Mais ce qui correspond un peu plus à mon jeu, on va dire, moi, c'est un peu de sable, je veux dire, ce qui facilite pas mal de choses, on va dire. Après, comme j'ai un tir qui n'est pas dans la boule, moi, je tire toujours un petit peu devant. Donc voilà, il faut qu'il y ait... D'ailleurs, on l'a vu, je l'ai vu, moi, à la Marseillaise, le carré d'honneur, il m'allait pas du tout parce qu'il était très dur. Alors que Benji Renault qui tire dans la boule, je veux dire, bon, il a été... Ouais, puis je pense que Benji Renault sur l'année 2020, ça a été très très dur pour tout le monde de rivaliser avec lui au niveau de force de tir. Il a été monstrueux, on l'a encore vu en finale de la Marseillaise.
On l'avait vu au PPF 2020, on l'avait vu de partout et il avait fait en Coupe de France, il avait été monstrueux. Je pense que Benji Renault il mérite tout à fait son titre de meilleur joueur 2020. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Betty jouait avec moi quand il avait 13 ans, on allait chercher, il venait jouer, on faisait des concours ensemble, parce qu'il habite à 2 km de la maison. Hein. Et il avait le même tir, hein. Faut pas croire, il avait le même tir aussi puissant dans la boule. À l'âge de 13 ans, il tirait autant de boules. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je l'ai connu à 13 ans et il était comme ça déjà. Mais ça m'étonne pas. Très bien. Est-ce que toi tu as une distance de jeu préférée? Alors, quand j'ai commencé la pétanque, c'était de 6 à 7. Comme beaucoup. Et, voilà. Et maintenant, avec les compétitions de haut niveau, ça se situe entre 7 et 9. D'accord, super. On va parler un petit peu technique, tactique surtout. Pour toi, on parle triplette. Hein. Qui c'est qui doit jeter un bouchon? Alors, le tireur doit s'adapter. Parce que le tireur, peut-être que ce soit 6, 7, 8, 9, 10, il doit s'adapter. Le milieu, je suis pas trop d'accord non plus. Bon, je pense que le pointer va jouer en fonction de sa main, en fonction de la distance qu'il aime jouer. Parce qu'il faut savoir que dans une triplette, celui qui fait la main, c'est le pointer. Hein. Pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Le pointer, c'est lui qui va donner le sens de la main. Donc pour moi, c'est à lui de se donner toutes les chances de son côté pour bien jouer. On est d'accord. Moi, j'ai la chance de coacher une équipe féminine là où je suis licencié. Et je leur rappelle tout le temps. Bah ça y est, t'es revenu. Je leur rappelle tout le temps comme quoi le plus important dans la pétanque, c'est un jeter de bouchon parce que c'est par là qu'on démarre la main et c'est le côté le plus stratégie. Parce qu'il il faut savoir là où on veut jouer nos boules. Il faut savoir aussi jauger la force de notre équipe, la force des adversaires, la faiblesse des adversaires plutôt. Donc tout ça c'est important et c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde de jeter un bouchon parce qu'on en voit beaucoup, ils prennent le bouchon, ils le jettent n'importe où et puis à la sortie après ils s'en mordent les doigts parce que soit il est trop court, soit il est trop loin. Donc moi je suis tout à fait d'accord avec ton analyse de jeu, j'ai la même. Du coup c'est toujours pareil, triplette. Qui c'est qui mène le jeu? Qui c'est qui mène le jeu? Mais ça, c'est toujours pareil. On va dire. Alors, j'aurais tendance à être pas méchant, entre guillemets, mais on va dire celui qui se sent le plus stratégique, quoi. Je vais pas dire intelligent parce que ça n'a rien à voir, mais celui qui a le plus le sens du jeu, qui a remarqué, parce que la pétanque de haut niveau, il faut savoir que c'est joué en fonction de ses capacités, mais c'est aussi en fonction de l'adversaire. C'est-à-dire, des fois, on dit, tiens, on va jouer sur le milieu, ou on va jouer sur le pointer, ou on va jouer sur le tireur. Mais c'est ça, en fait, la pétanque. C'est-à-dire, c'est bien jouer soi-même, mais aussi jouer sur les faiblesses de l'adversaire. Donc, celui qui arrive à bien analyser tout ça dans une partie, c'est à lui de mener le jeu. Ouais, on est d'accord. Pour toi, le jeter du bouchon, c'est plutôt une force offensive ou une force défensive? Offensive. La preuve, c'est que quand tu es mené 12 à, je sais pas combien, 12 à 4 ou 12 à 5, tu vas avoir tendance, le jeu va te demander de jeter le bouchon pas très loin. Pourquoi? Pour pouvoir noyer. Donc c'est offensif, ça, quoi qu'il arrive. Moi, je pense que c'est... oui, bien sûr. C'est une force. Très bien. Le bouchon, c'est une force. Très bien. Dernière question sur ce paragraphe-là. Est-ce que toi, tu t'entraînes souvent à la pétanque? Alors, avec le confinement et tous les petits concours, parce que je faisais plaisir à tous mes amis, les concours de confinés qu'il y a eu là, avec Romain Fournier et tout ça, on faisait quelques jets de boules. Moi, j'ai la chance de pouvoir jouer devant la maison. Donc, dès que je peux, je jette des boules. Et puis, j'ai la chance d'avoir mon fils qui adore la pétanque. Donc, on se fait des petits tête-à-tête. Voilà. Dès que je peux, je joue. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va passer sur le paragraphe des questions des joueurs. Et puis, bien sûr, des équipes, parce que c'est important. Donc, la première, c'est tes équipes pour les fédéraux 2021. Si toutefois la crise sanitaire nous le permet, on touche du bois, on le souhaite. Parce que c'est l'objectif de tout pétanqueur, c'est de faire les fédéraux. Donc, tu joueras avec qui? Alors, moi, je joue beaucoup à l'amitié. Par exemple, quand je vais à Ardèche, je joue avec les deux frères Pujopé. Je sais pas si tu connais. De nom, si. Voilà, je joue beaucoup. Voilà,
quand je vais en Ardèche, je joue avec mes amis de l'Ardèche. Dès que je peux jouer, ou sinon, bon, je fais les concours avec ma partie. Mais je joue beaucoup à l'amitié, moi. Beaucoup à l'amitié et à l'instant présent. Très bien. Voilà. Euh, et avec qui tu vas faire les fédéraux cette année? Alors tu m'as dit que les doublettes tu les ferais sûrement pas parce que tu vas être l'animateur des championnats. Le triplette avec qui tu vas Ah oui, jouer? fédéraux, d'accord. Ouais, tu parles des fédéraux championnats, d'accord, je Ouais. n'ai pas compris ça. Alors, en championnat, je joue avec le petit Benoît Monros et le petit Erlem, le fils à Sandrine Erlem. D'accord. On le connaît très bien puisqu'il Ouais, est champion d'Europe tête à tête. ouais. Et Voilà. puis elle Donc, passe souvent à la c'est une télé. très belle partie. Voilà. Puis c'est une partie. Bon, alors, moi, j'ai bientôt 50 ans et eux, ils ont 25 ans. Donc, c'est même pas, quoi. Donc, il faut les suivre, hein. Il faut les suivre. Hein. Voilà. Et le doublette, non, le doublette, je le fais pas. Le tête à tête, je le fais pas non plus. Et le mixte non plus, puisque j'anime les championnats de l'Hérault. Voilà. D'accord, très bien. D'ailleurs, il y a Benoît qui pose la question, il demande si tu es ravi d'être pointeur cette année. Ah oui, c'est ça. Alors ça, c'est énorme. Hein. Moi qui étais tireur de tête dans la Marseillaise, je me retrouve avec deux jeunes où je dois pointer. Et comme je leur ai dit, il n'y a pas de souci tant qu'ils toucheront des boules. Ah mais ça, c'est sûr. Très bien. Parce que moi, si on me propose de faire le pointeur de Suchot et de Dylan Rocher, ça ne me déplaît pas non plus. Hein. Moi, je pense pas qu'il y en ait beaucoup à qui ça déplaise, ça. Même aux jeunes, hein. Je pense pas que ça les déplaise. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que toi, tu as une équipe qui t'a fait rêver à la pétanque ou qui te fait rêver maintenant? Alors moi, pour moi, celle qui était à l'époque, mais ingagnable, c'est celle qu'on a surnommée la Dream Team. Hein. Ouais. C'est-à-dire Henri Lacroix, Philippe Suchot, Philippe Quété. Ceux-là, c'était même pas le niveau mondial, c'était Des martiens. tellement costaud. Ah ouais, c'était costaud. C'était vraiment costaud. Moi, je me pose plutôt une question à l'heure actuelle. Moi, j'avais 13 ans. Eh bien, on me parlait déjà de Philippe Quété. Je vois que j'ai 50 ans. Ils sont toujours là. C'est Ils ça. sont toujours là à la télé à faire le premier pas. Alors, c'est la question que je pose, moi, c'est est-ce que ça vient de la pétanque ou est-ce que ça vient des jeunes qui poussent pas derrière? Parce que quand même, ça fait vraiment longtemps. Moi, je pense que je vais essayer d'y répondre. Parce qu'on peut aussi dire Christian Fasino. Christian Fasino, ça fait des années qu'on en parle. Il y en a plein. Hein. On est d'accord. Jean-Marc Foyot, malgré son âge et tout, c'est pareil. Mais je pense que pour le moment, on peut rien leur reprocher. La preuve, au dernier championnat du monde, ils sont encore champions du monde. Donc même si les jeunes y poussent, c'est dur d'enlever des gens qui gagnent. Ah non, mais là je me pose même pas la question sur les sélections. Hein. Les sélections, je veux dire, il y a des gens qui sont là pour ça. Non, c'est pas du tout ça. Moi, c'est au niveau, mais même au niveau national. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de jeunes? Alors, est-ce que c'est... Parce que moi, j'adore la jeunesse, et donc, est-ce que c'est nous qu'on n'a pas des structures faites pour nos jeunes? Parce que ça, c'est encore un débat aussi. Voilà, il y a tout un truc comme ça à mettre en œuvre, quoi. Ça me semble, je sais pas, ça me semble bizarre qu'il n'y ait pas de jeunes qui détrônent ces joueurs-là, quoi. Voilà. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ça fait depuis le trophée Canal+, ils auront tout connu. Ils sont toujours dans les masters, ils sont toujours au PPF, ils sont toujours dans les trophées, ils sont toujours et puis ils sont quasiment toujours dans le dernier carré de toutes ces compétitions. Tu as raison. Pourtant, on a des jeunes qui poussent avec Bonetto, Fernandez. On a quand même Christophe Sario qui pousse depuis des années aussi derrière. Mais tu as raison, c'est toujours les mêmes qu'on voit à la fin. Ouais, parce que ces joueurs-là, nos jeunes, sont de super joueurs, mais ce ne sont pas des extraterrestres, comme on dit. Si Michel Passot était encore là, il serait au plus haut niveau. Bien sûr, on est d'accord. Très bien. Est-ce que tu as une équipe internationale préférée? Hors la France, bien sûr, parce que... J'avoue que j'ai été impressionné à un moment donné quand j'ai commencé sur pays par les Malgaches. Et je trouve qu'à l'époque, quand Tonnerre est arrivé, Tonnerre, ça a été un des premiers joueurs malgaches qu'on ait connus, mais c'était impressionnant. C'était impressionnant. Ouais, Razana Drakoto, c'est vrai que moi je me rappelle, j'ai une finale de championnat du monde contre la France qui jouait contre. Il y avait Philippe Souchot, Henri Lacroix, et je crois qu'ils ont fait 5 ou 6 carreaux de rang dans la même main sans que la boule elle sorte du trou. Il était vraiment impressionnant ce type, je suis d'accord avec toi.
ont apporté quelque chose de nouveau, ils ont apporté le spectacle. Parce qu'ils avaient une. Parce que eux, c'était. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, si les gens s'en rappellent, mais eux, c'était basé sur quoi? Sur le tir et les carreaux. C'est ça. C'était magnifique à avoir joué, c'était impressionnant. Hein. D'ailleurs, c'est les seuls qui rivalisaient avec les Français. Hein. Maintenant, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a notre ami Cédric Bert qui passe le bonjour. Je pense que tu connais un petit peu. Oui, bien sûr. Le moustachu. D'ailleurs, à la fin de l'interview, tu lui feras la même petite danse qu'il nous a fait l'autre fois. Ça lui fera plaisir. Ah oui, non, je peux pas le recopier, c'est pas possible. C'est pas possible. Très bien. Est-ce que tu as une légende à nous citer à la pétanque? Pour toi, ça serait qui la légende? Alors, parce que je vais être chauvin parce qu'il est de chez moi, mais moi j'étais fan à l'époque de Roger Marigot. D'accord. Roger Marigot, qui à l'époque jouait aussi avec Capot, je sais pas si tu as connu Non, Salvador. Salvador, ouais, j'ai C'était connu. des grands Mais... joueurs de. D'accord. Ah oui, oui. Il a joué notamment avec Foyot, Roger Marco et Roger Marigot. Voilà, ça c'était le triplet énorme. Et pour moi, Roger Marigot, c'est quelqu'un qui était. Bon, mis à part Passo aussi, qui est de chez moi, qui est du Gard, hein. Mais Roger Marigot était un super gars. Mais vraiment très très bon joueur de chez nous. Mais quand je dis très bon joueur, c'est national et même ça serait à l'heure actuelle au niveau international, sans problème. Très bien. Est-ce que tu peux nous citer un joueur à chaque poste? Ton joueur préféré à chaque poste? Alors bien sûr, tout le monde en a plein. On a des amis, on a des stars. Mais peu importe lequel tu veux nous citer à chaque poste. Un milieu, alors un milieu, je vais commencer par le milieu parce que c'est le plus facile. Hein. C'est Henri Laporte, parce que c'est le joueur le plus complet. Je veux dire, on peut citer n'importe qui, mais je pense qu'à ce poste-là, il n'y a pas photo. Un tireur pur, parce que le point de caisse, on va rester dans les mêmes, hein, c'est Dylan. Pour moi, Dylan, il est encore au niveau. Philippe baisse légèrement, Philippe Suchot. Hein. On voit qu'il commence un petit peu des fois, mais bon, il est toujours là. Mais je mettrais quand même Rocher devant lui. Et un pointeur de tête, franchement, Philippe Quintet. Une belle équipe. Voilà. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là de partir les presque imprenables. Il y a Meknassi Maroc qui te passe le bonjour. J'espère que je l'ai bien prononcé, sinon je m'en excuse. Qui te passe le bonjour. Oui, c'est ça, c'est Driss Meknassi, il est de l'Hérault, c'est le joueur marocain. Très bien. Du coup, ce qu'on va faire, on va parler, comme je t'ai dit, un petit peu de la pétanque féminine et puis aussi du mixte. On le sait, hein, en ce moment, on en parle beaucoup parce que nous aussi, on voudrait, comme les jeunes, mettre ça en avant. Que penses-tu, toi, de la pétanque mixte en général? Moi, je trouve ça sympa. Je trouve ça sympa. Moi, j'aime bien le mixte. Hein. C'est agréable. Je trouve qu'il y a moins de. La mentalité n'est pas la même dans les concours. Dès que c'est un mixte, on peut le voir. Hein, on dirait que c'est plus reposable, on va dire, de faire un triplette mixte ou un doublette mixte qu'un fédéral normal, quoi. C'est vrai que t'as raison, c'est pas la même. C'est pas la même ambiance. Ah ben non. Hein. Et puis on voit qu'il y a une recrudescence de ces concours-là. Il y a par chez nous, bon je sais pas ailleurs, mais par chez nous, on commence à faire dans les soirées des doublettes mixtes ou des triplettes mixtes. Voilà, c'est très convivial, ça reste bon enfant, bonne mentalité. Alors je pense que il faut se rendre à l'évidence, c'est les femmes qui apportent ça. Hein. Là, il n'y a pas de photo. On est d'accord. Est-ce que pour toi, la pétanque féminine est de plus en plus mise en avant? Est-ce que tu as ce ressenti-là? Oui, quand même. Moi, j'ai encore regardé ce matin, j'ai regardé l'équipe où il y avait le PPF mixte ce matin, la finale. Il y avait même la féminine juste avant. Hein, c'est ça. Ouais. Donc j'ai regardé, voilà, de voir la petite Déméter là, comme ça, qui apparaît au grand jour. Ben, c'est super. Moi, je trouve que c'est bien, c'est mis en avant et elle le mérite. Voilà. Comme le tennis, hein, au début, le tennis féminin a été un peu boudé, on va dire. Puis maintenant, avec les sœurs Williams et tout ça, mais voilà, le tennis féminin, c'est énorme. Quoi. Mais la pétanque, ça va faire pareil, j'espère.
On leur souhaite, parce qu'elles méritent autant que les garçons, puisque, comme tu le dis, c'est aussi la beauté de notre sport, c'est que tous les week-ends, peux jouer soit en mix, soit et puis, j'ai remarqué, il y a de plus en plus de filles qui jouent dans les concours masculins. Ça aussi, c'est quelque chose qui montre comme quoi les féminines, elles veulent progresser, et puis elles veulent jouer à la pétanque, quoi. Ah oui, là, il n'y a pas de souci, je te rejoins sur ce sujet-là, aucun problème. Très bien. Pour toi, quelle est la différence de jeu entre les deux, entre le féminin et le masculin? Alors bien sûr, on va dire, il y a la stratégie. Chez les garçons, on tire plus que chez les filles. Mais est-ce que toi, tu vois autre chose? Est-ce que tu penses qu'elles tirent moins parce qu'elles sont plus posées, plus stratégiques? Ou c'est parce qu'elles ont moins de force de frappe, par exemple? Ouais, non, je pense qu'elles ont leur propre façon de jouer, puis après elles vont évoluer. Après la distance de jeu, on s'aperçoit qu'elle joue rarement à 10 mètres. Hein. Voilà, il y a des petits trucs comme ça, hein, moi je le remarque. Même chez nous, dans les fédéraux mixtes et tout ça, on joue beaucoup moins loin. On joue à 7 mètres. Donc je pense que voilà, il va y avoir une évolution après de la pétanque féminine. Hein. Là, il n'y aura pas de souci là-dessus. Et un jour, moi j'en avais parlé avec Marianne Barthélémy, j'avais dit peut-être un jour au master, on aura une équipe 100% féminine parce que je veux dire, pour l'instant, elles n'y sont pas et pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça? Ça serait sympa aussi, hein? Une wildcard féminine, pourquoi pas? Très bien. Dernière question sur cette partie-là. Est-ce que toi, tu souhaiterais voir plus de national mixte, alors en doublette ou en triplette, peu importe? On sait qu'il y en a de plus en plus qui accompagnent des semaines de pétanque, comme Valréas, qui ont créé un super beau doublette mixte. On avait Vals-les-Bains, malheureusement, qui a disparu. On a Auxerre, on en a plein des doublettes mixtes. Est-ce que toi, t'en souhaiterais plus? Ouais. Moi, franchement, il y en a qui font des têtes à tête, et bien je leur fais le tête à tête pour mettre des mixtes. Moi, je trouve que c'est beau de voir un mix. Hein. C'est très. Il y a du jeu, hein. C'est vraiment impressionnant. C'est mieux que les têtes à tête, par exemple. Voilà. Très bien. Du coup, on va passer sur la partie la moins rigolote, mais qui est sans doute la plus importante aussi dans notre sport, c'est le règlement. Pour toi, ouais, ben on est un peu obligé puisque en plus on sait qu'il y a beaucoup de polémiques sur le règlement et on se rend compte que tout. Je pense que des fois, ceux qui font le règlement devraient se tourner aussi vers les joueurs et écouter un petit peu ce qui se dit parce que c'est important. Déjà, que penses-tu de la nouvelle règle qui est sortie vis-à-vis du bouchon, bombe partout et 50 au fond? Alors, moi, ce que j'aimerais d'abord, la première question que j'aimerais voir si j'avais quelqu'un de la fédération, c'est le pourquoi de cette règle. Je crois que la base, c'est de savoir eux pourquoi ils ont. Ça, j'arrive pas à savoir pour l'instant. Je n'arrive pas à me demander où est le point positif de cette règle-là. Mais il doit y en avoir une, puisqu'ils l'ont fait, hein, donc c'est qu'il doit y en avoir une. Je veux dire, l'histoire du bouchon, par exemple, qui se pose à la main, c'est pour gagner du temps, ça on le sait. Mais voilà, le bouchon qui est. Ça, je ne comprends pas. Le bouchon qui est mort à la ligne de perte, là, qui est bon, je veux dire, même collé à la ligne de perte, je ne le comprends pas. J'arrive pas à le comprendre. Alors moi je vais. Fond, Ouais. bon, pourquoi pas. Moi je vais te donner mon point de vue. Je pense que on va y venir après sur la règle du lancer du bouchon et moi je suis pas d'accord sur cette règle là parce que pour gagner du temps en fait on affaiblit ceux qui ont marqué. C'est mon point de vue, après chacun a son point de vue. Mais pour répondre à ta question, moi je pense que ça ramène un côté stratégie aussi à la partie. Parce que comme tu le dis, des fois quand t'es pas bien mené, ben, tu peux essayer de raccourcir, d'allonger, jouer un peu en croisé, jouer un peu avec les lignes. Ce matin dans le triplet mix justement comme tu disais sur PPF et ils ont souligné ça. Il a souligné ça, je me rappelle plus notre ami commentateur avec Xavier. Ben des fois de jouer à ras les lignes ça nous fait un peu plus peur de les noyer donc ça peut y jouer. Moi je pense que cette règle là me dérange moins que la règle où on pose le bouchon à la main. Ouais, non mais bon, moi, ce qu'il faudrait, voilà, moi j'aimerais savoir pourquoi on a sorti cette règle-là. Après, bien sûr, on s'adaptera, hein, tous les joueurs s'adaptent à tous les règlements, hein, et bon, c'est fait comme ça. Mais ce qui est bien, ça serait que quelqu'un, au lieu de pondre cette règle-là, c'est l'expliquer aussi. Par contre, ça je suis d'accord, ouais. Les amis, on a fait cette règle-là, mais c'est pour telle raison. Et à ce moment-là, il peut y avoir un débat. Là, moi, je ne peux même pas en parler parce que je ne connais pas la raison. Donc, je ne peux pas trop en parler, franchement. Par contre, là, je rejoins tout à fait ton avis, vu comme ça. Quand ils changent un règlement, ils devraient expliquer pourquoi.
Ça, je suis d'accord. Par contre, du coup, j'ai Megnassi qui pose une question. On la posera juste après la partie du règlement. En plus, elle est super intéressante. Euh, on va venir sur la règle du lancer du bouchon. Le poser une fois et on le pose à la main. Ils l'ont dit, c'est pour gagner du temps. Moi, je pense que c'est tuer aussi la force de celui qui le lance. Euh, c'est mon point de vue parce qu'on le sait, hein, c'est compliqué de jeter un bouchon des fois. Voilà, ça arrive. Bruno Le Boursicot nous avait suggéré de faire en sorte de voir. Ça serait peut-être mieux qu'il fasse. Il le jette. S'il est pas bon, son adversaire le jette. Et s'il le jette pas bon, c'est le premier qui le pose à la main. Donc ce qui rendrait la force à celui qui a marqué dans la main d'avance, ce qui serait plus logique. Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Oui, moi, franchement, je suis d'accord avec Bruno. Je pense qu'au lieu de jeter le bouchon, à ce moment-là, on le met directement à la main, là où on peut. Et si l'adversaire veut récupérer le bouchon et en faire une force, il faut qu'il marque. Très bien, très bien. Que penses-tu du règlement des cercles? On a entendu à un moment peut-être qu'ils allaient les agrandir, puisqu'il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui sont très grands et qui ont du mal à se placer. On le sait, avec les placements dans les pieds, dans les cercles, ça mord. Qu'est-ce que tu penses un petit peu du règlement du cercle, agrandir ou accorder qu'on puisse mordre derrière mais pas devant? Qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? De tout ce qui se dit un petit peu? Alors, je t'avoue que je suis bien placé parce que j'ai pris 2 cartons jaunes au trophée des villes. Parce que je mordais derrière. Alors j'ai posé à l'arbitre, parce que prendre un carton jaune, c'est quand même une sanction. J'ai dit, donc vous avez estimé que je trichais parce que je mordais derrière. Alors que quand on mord un rond derrière, je ne vois pas. Voilà, ça je ne le comprenais pas. Moi je serais pour mettre un rond et le laisser ouvert derrière. Comme à la provençale. Exactement. Parce que quand on mord derrière, je veux dire, il y a des jeunes qui font maintenant 44 ou 45 en pointure. Devant, on peut gérer, mais derrière, j'avoue franchement que c'est dur de gérer sa position. On est d'accord. Est-ce que pour toi, tu penses que le règlement est assez respecté dans notre sport? Ça dépend à quel niveau. Devant des caméras, il est respecté. Il n'y a pas de souci. Après, je ne suis pas sûr que dans les concours, les petits concours de village et tout ça, tout soit respecté. Voilà. D'accord. Si tu avais quelque chose à rajouter ou à modifier sur le règlement, ça serait quoi? Moi, j'estime que l'équipe qui gagne pose le bouchon à la main. À la distance qu'elle veut et où elle veut. Très bien. Voilà. Du coup, on a fini avec ce paragraphe. Avant de démarrer le paragraphe sur tes goûts à la pétanque, il y a la question à Megnassi. Donc, il demande si tu peux nous dire un mot sur l'Odyssée et ce que tu en penses. Donc, l'Odyssée, on va le préciser, c'est l'Odyssée de Montpellier, qui est une très belle manifestation. C'est le seul concours dans le monde qui est télévisé par Bullis Note, etc., avec un tête-à-tête à 4 boules et qui réunit tous les meilleurs joueurs du monde. Alors, c'est quand même jeune comme concours, puisque c'est une compétition, je crois qu'il y a 4-5 ans à peu près, On est qui est d'accord. chère à Marcel Laborde et bien sûr à tous ces bénévoles qui le suivent. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la journée jeune qui a été mise en place, mais d'ailleurs par Driss, qui s'occupe de tous ces jeunes. Alors ça, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait des ateliers avec un champion par atelier. Donc c'est-à-dire que chaque gamin passe devant avec Philippe Suchot, avec Dylan Rocher. Moi, je trouve cette journée extraordinaire pour les gamins, mais vraiment, vraiment magnifique. Il y avait longtemps que l'Hérault n'avait pas eu un grand concours comme ça, franchement. Depuis la comédie pétanque, je pense que tout le monde l'a connu, la comédie pétanque, qui était extraordinaire. Et donc j'espère que ce genre de manifestation vraiment va rester dans l'Hérault parce que c'est magnifique. Très bien. C'est le plus beau concours de l'Hérault pour moi, de par ses stages. Très bien. On passe le bonjour à notre ami Hakim Kimou qui nous a rejoint et qui nous passe le bonjour. C'est un joueur de mon club, un très très bon tireur et c'est un formidable jeune aussi. Donc du coup on va passer dans la catégorie de tes goûts. Donc la première chose, c'est quoi que toi tu aimes dans la pétanque? Alors il y a plusieurs choses, donc une j'aime la convivialité. Je veux dire c'est vrai,
avec des gens qui peuvent être patrons d'entreprise. Je veux dire, tout le monde est au même niveau. Voilà. Et ce que j'adore par-dessus tout, moi, c'est des parties comme j'ai fait à Marseillaise, voilà, par exemple, entre autres, où il y a énormément de gens qui regardent les parties. Et voilà, où on a une adrénaline extraordinaire. Voilà, moi, j'aime ça, la pétanque. J'aime la peur, en fait. Voilà. Très bien. Tu nous as répondu tout à l'heure, mais avec qui toi tu aimes jouer à la pétanque? Alors, tu nous as dit avec tes amis, et en plus je trouve que c'est là où on gagne le plus souvent, c'est quand on joue avec ses amis. Est-ce que tu nous le confirmes encore une fois? Mais on a quand même, en pétanque, on a la chance que même en jouant entre amis, je parle en joueur de volley bien sûr, même entre amis, on peut réussir des choses. Je veux dire, si au début du concours, on avait dit qu'avec Nico Perry et Jean-Claude Jouffre, on allait faire la demi de la Marseillaise, alors qu'il y avait des parties qui étaient nationales, et je dirais même internationales, je veux dire, ça prouve encore que même entre amis, on a une force qu'on n'a pas forcément avec des mercenaires. Très bien. S'il y avait quelque chose que tu n'aimais pas dans la pétanque, ça serait quoi? Les mauvais gens. J'aime pas les mauvais gens. Très bien. La plus belle des compétitions, c'est laquelle pour toi? Championnat de France triplette. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui nous disent celle-là, et j'ai eu la chance d'interviewer des personnes qui ont fait les championnats de France et les championnats du monde, et ils nous disent que c'est quasiment plus dur d'être champion de France que d'être champion du monde en triplette. Ah ben oui, c'est sûr. Je veux dire, quand vous jouez contre le Canada à la pétanque, c'est beaucoup plus dur de jouer contre d'autres joueurs que contre le Canada. Hein. On est d'accord. Surtout qu'avec les clubs qui se montent, comme on le voit avec Fréjus qui ont 2 triplettes qui peuvent être championnes de France, on le sait tous, celle de Stéphane avec Henri et puis Dylan, mais on a aussi celle de Ludo avec Benji et puis Jean-Michel qui peuvent prétendre au titre, puisqu'ils ont gagné déjà des grosses compétitions. Après, comme on peut le voir, celle qui s'est montée à Romans avec Damien, Julien et puis Bruno, qui est capable aussi d'être championne de France. Et j'en oublie plein, il y a les Canuts, il y a Bron. Je pense que le championnat de France il va devenir encore de plus en plus dur parce qu'il y a beaucoup de teams comme ça qui se montent et c'est très très dur. Ah oui, mais bon, ça, le championnat de France, ça quand même, c'est très spécial quand on joue au championnat de France. Et j'avoue qu'il y a une pression supplémentaire. Alors je sais pas pourquoi, je l'explique pas. Et on a toujours quand même quelques surprises. Hein. C'est très compliqué d'aller au bout au championnat de France. Je crois que Philippe Tété a attendu pas mal de temps avant d'être champion de France. Hein. Alors que je crois qu'il a été champion du monde avant d'être champion de France. Triplette, hein, je parlais bien sûr. Très bien. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais ça. Toi qui viens du sud, vous avez une deuxième spécialité à la pétanque dans le sud, qui est la provençale. Parce que on le sait tous que dans le sud, la provençale, ça a pratiquement autant de place que la pétanque, voire plus pour certaines personnes. Toi, est-ce que tu aimes la provençale ou pas? Moi j'aime bien le côté sport, on va dire, de la provençale, où j'ai pu évoluer des gens comme Steve Nard, qui sont quand même des messieurs de la provençale, hein, champion de France doublette, triplette, avec Ben Mostafa. Donc j'ai connu ce jeu-là, mais pour moi il est un peu trop long. Voilà. Donc c'est le seul truc que j'y reproche. Mais après, sinon, c'est un super sport. Parce que pour moi, c'est un sport. Ah là, et puis une bonne journée de provençale le soir, on sait pourquoi on dort. Hein. Ah, je crois que nous avons perdu. Ah bah ça y est, il est revenu. Des fois on te perd, Nico. Mais ouais, comme je suis. Ah, chez nous, on capte mal. Très bien. Du coup, on va passer. J'ai 4 petites questions diverses. Donc, la première, pour toi, ce qu'il faudrait faire pour être aux Jeux Olympiques, ça serait quoi? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à modifier encore? Bah, je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Moi, je pense que mais déjà, il faudrait. C'est bête ce que je vais dire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être contre moi, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faudra peut-être un jour faire une double pétanque. C'est-à-dire un côté amateur, d'accord? C'est-à-dire enlever le chapeau de la pétanque en gros, ce que je suis en train de dire quoi. Je vais me faire tuer mais c'est pas grave, mais si on veut être considéré à la pétanque, il va falloir qu'on montre qu'on peut l'être, c'est-à-dire faire 2 niveaux de pétanque peut-être, avec des divisions
C'est pas, au moins pour donner l'espoir aux gens de pouvoir voter, comme dans tous les sports, hein, Bien sûr. mais je pense que la pétanque, on va être obligé de se structurer comme ça si on veut changer les choses. On n'aura pas le choix. C'est vrai que on est, c'est mon point de vue personnel, comme tu dis, chacun a son point de vue. On est quand même le seul sport où on a des catégories, comme la catégorie honneur, mais qui sert strictement à rien en fait. Oui, tout à fait. Le Tout à promotion fait. il sert parce qu'il y a un championnat, Il faudra. mais après le reste, pour moi, que tu sois honneur ou élite, alors à part, bien sûr, les élites qui sont payées les points, hein, bien sûr, on voit tout ça comme ça, mais sinon la catégorie elle sert à rien. De toi à moi, ces deux catégories-là, on n'y fait même pas gaffe dans un concours. On regarde pas, tiens, toi t'es honneur, toi t'es élite. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais on s'aperçoit quand même que voilà, il y a un côté élite en pétanque, il y a un côté. Alors ce qui est beau, c'est que oui, n'importe qui peut tomber contre les champions du monde. Donc nous, on est contents. Moi, je suis content quand je joue contre Philippe Quintet. Mais Philippe Quintet s'en fout complètement de jouer contre Nicolas Rollin. C'est comme si Neymar, il joue contre un petit club de village, quoi. Donc ça va que dans un sens. Il faut penser que ça peut aller dans les deux sens. Donc moi, je sais qu'on enlève la plus belle chose. Je le sais, hein, pour moi, c'est la plus belle chose, c'est de pouvoir tomber contre des champions. Mais si on veut, la question c'est est-ce qu'on veut, hein, la question c'était ça, c'est est-ce qu'on veut améliorer les choses, et bien si on veut vraiment améliorer les choses, il faut faire ça pour les Jeux Olympiques. Très bien, bonne analyse. Moi je suis tout à fait, moi je suis un petit joueur et je suis tout à fait d'accord avec toi. Là-dessus, si on veut devenir un sport, il faut se comporter comme un sport pour moi. Pour le moment, on le fait pas. Très bien. Si tu avais le meilleur souvenir à nous raconter à la pétanque, ça serait quoi? Vraiment le plus beau, je pense que c'est mon premier championnat de France. Même mon premier titre de champion de l'Hérault, ça reste en dessous. Mais pour moi, et pour tous les joueurs, je pense que ça doit être ça, parce que c'est la quête du petit joueur. Hein. Parce qu'on est des petits joueurs, nous, comparés aux autres. Donc la quête du petit joueur, c'est quoi? C'est sa première qualif au championnat fédéral, et après son premier France. Voilà. Très bien. Je pense que ça reste le plus beau souvenir. Après, je t'avoue franchement que la CIS reste quand même, ça restera indélébile dans ma carrière. Très bien. Si tu avais un mauvais souvenir à nous dire, ça serait lequel? Malheureusement, on en a tous des mauvais souvenirs, des finales perdues, des parties où il y a eu des histoires, des trucs comme ça. Est-ce que toi, t'en as un mauvais souvenir? Alors, je t'avoue franchement que je vais être un peu philosophe sur le coup. Vu que la pétanque, c'est que du bonheur, pour moi, j'ai pas de mauvais souvenirs en fait. J'ai aucun mauvais souvenir en pétanque. J'ai de la déception, mais je peux pas appeler ça un mauvais souvenir. Tu peux avoir la déception d'une partie perdue alors que tu devais gagner, des trucs comme ça. Mais moi, la pétanque, ça reste du bonheur. Moi, je suis sur un jeu de pétanque, c'est la liberté, c'est le bonheur. Voilà, donc j'ai pas de déception. Très bien. Non. Très bien. Est-ce que tu as une J'ai petite... pas de mauvais souvenirs. Très bien. Est-ce que toi, tu aurais une petite anecdote à nous raconter ou pas? J'en ai une paire, j'en ai une jolie sur une fois sur un national, c'était à Nîmes, à l'époque où Nîmes faisait des nationaux. Nîmes, c'est dans le Gard. Où on tombe le soir contre, à l'époque, l'année où Faré, Foyot et Passot sont champions de France. On tombe à la dernière contre eux. Et quand on joue contre eux, on est 11 à 1 derrière, je m'en rappelle très bien. Et un ami à Passot vient le voir et lui dit écoute, je vais réserver les chambres à l'hôtel pour demain matin. Et alors, la belle des choses, la plus jolie des choses, moi ça m'avait énervé un peu sur le coup. Mais ce qui est beau, c'est que cette partie-là, il faut le savoir, on l'a gagnée très avant. Et on vous avait derrière dans le carré d'honneur devant tout le monde. Et tout le monde était, à 11 à 1, tout le monde était parti. Et à 11 à 11, tout le monde est revenu. Et là, à la fin, tu es allé voir le collègue à Passo et tu lui as dit merci pour les chambres d'hôtel, non? Très bien. Ouais, mais pas, je suis pas retombé à ce niveau-là, parce que j'avais dit, moi, la plus belle réponse, c'était d'avoir gagné. Voilà. On est d'accord là, mais c'était du chambrage que je disais. Après, c'est vrai que c'est des choses qu'on voit dans notre, c'est des choses qu'on voit dans notre milieu de tous les jours, ça, là-dessus. On va parler un petit peu du futur, Nico. Donc déjà, la première, c'est comment tu vois la pétanque dans 10 ans, toi? Je la
la vois structurée, un peu plus structurée. Et peut-être je la vois avec des divisions, la pétanque du futur. Je la vois comme ça. Très bien. Après, comme tu le sais, ça va dépendre des instances fédérales, mais je crois qu'il y a des élections chaque, je sais pas combien, d'ailleurs je crois qu'il y en a bientôt. Ouais, mais là, Mais je pense que ça, on peut pas en parler mieux, on est en plein dedans. Hein. voilà. Donc en fait, c'est à partir de ces instances-là qu'on va peut-être pouvoir changer les choses ou pas. Et ça, c'est des volontés après qui nous échappent à nous. Hein. Je t'avoue, nous, on va subir, quoi. Très bien. Voilà. Si tu avais un jeune joueur ou une jeune joueur à nous citer, pour toi qui va devenir une grande star dans les années futures, ça serait qui? Alors, des jeunes. Moi, j'ai vu plein de vidéos sur des petits jeunes, là, franchement, des super joueurs. Après, je t'avoue, franchement, je peux pas trop inciter, parce que je ne suis pas trop. Pourtant, j'ai mon fils en plein dedans, mais je suis pas trop. À un moment donné, alors, un qui m'avait vraiment impressionné, c'était à l'époque Tyson Molinas, mais qui m'avait vraiment. L'année où il gagne le tête-à-tête à Millau, mais moi je suis. Et champion de France avec après tête-à-tête. Ah ouais, c'était depuis Tyson, à son âge-là, à l'époque, hein, je crois qu'il était jeune, hein, il avait combien 17 ou 15 ans, tout C'est 15 ans, ouais, quand il a gagné Millau. 15-16 ans, il avait. Voilà. Donc, depuis lui, des jeunes à son niveau, je n'ai pas trop vu, franchement. Mais je peux pas dire que je suis assidu aux résultats et je vois juste les vidéos qu'ils mettent en ligne et donc je regarde, bien sûr. J'en vois quelques-uns passés qui ont l'air pas trop mal, franchement. Le petit Dylan Kafter, non? Ouais, c'est ça, ouais. Il s'appelle comme ça? Ouais, Kylian Kafter. Voilà. Mais lui j'aime bien, il a l'air super gentil, super sympa, parce que la pétanque c'est un tout, c'est pas que le bras. Hein. Pour moi, c'est vraiment le sportif, et lui il a l'air d'être dans les clous, quoi. Très bien. Quels sont tes objectifs futurs, Alep? J'aimerais faire encore des champions de France en triplette. Et après, je pense que comme je t'ai dit, je vais arrêter parce que l'animation, ça me plaît. Puis j'ai la chance, moi, de côtoyer les grands joueurs et les organisateurs. Donc ça fait ça fait 20 ans que je joue à la pétanque, donc je commence à connaître tout le monde. Et voilà, c'est bien ça. Pour faire les animations, c'est très important. Très bien. Il me reste 3 questions. La première, il y a un jeune que moi je trouve formidable, et qu'on en parle très très peu, parce qu'il bien sûr il est dans l'ombre de son tireur. C'est Jérémy Fernandez. Qu'est-ce que t'en penses toi? En plus, qui est un peu du sud aussi. Qu'est-ce que tu penses de Jérémy Fernandez? Alors, moi, Jérémy, je trouve franchement que c'est un super joueur. Si on me demandait à choisir entre les deux joueurs, c'est-à-dire son tireur, comme tu m'as dit, et lui, je me regarderais de jouer avec lui. Je l'ai vu faire des choses exceptionnelles, puisque bon, on fait à peu près les mêmes concours, les mêmes nationaux, et je l'ai vu franchement, et plus ça va, et plus il évolue. Plus il ressemble à Henri Lacroix. Et en dehors de la vie, c'est un super gars. Voilà. Très Donc bien. il est vraiment très très bien. Très bien. Ouais. Moi, il me reste deux petites questions, Nicolas, et après, je te rendrai ta liberté. La première, non, c'est pour nous le groupe pétanque, c'est pour essayer d'évoluer aussi un petit peu, parce que, comme tout le monde le sait, on essaie toujours de se perfectionner, et on prend justement toutes les critiques constructives et aussi les points positifs pour les travailler encore. Que penses-tu du groupe pétanque, sincèrement? Mais comme je te disais en aparté avant qu'on commence, moi je trouve que c'est bien ce que vous faites. Après, mais comme tout, vous allez évoluer. Moi, ce que j'aime bien, le côté que j'aime bien, c'est que voilà, vous interrogez beaucoup de joueurs. C'est bien, pas toujours que des gens du haut niveau, parce que c'est bien de savoir, de connaître les idées, les ressentis des petits joueurs, c'est-à-dire ceux qui font vraiment la pétanque, quoi. C'est-à-dire qui tous les week-ends amènent leur contribution, quoi. Donc c'est bien de connaître leurs ressentis, ce qu'ils pensent des choses, ce qu'ils pensent du haut niveau. Donc ça, je trouve que c'est très très bien. Après, j'ai vu qu'il y avait une personne là, ce matin qui commentait, ça c'est très bien aussi, inviter des organisateurs, parce que ça donne le côté organisateur. Pourquoi pas demander à quelqu'un, actuellement c'est pas possible, mais quelqu'un de la fédération d'intervenir, ça serait bien,
pourquoi pas. J'ai fait une demande, mais en ce moment c'est un peu compliqué avec les élections et tout, donc voilà. Après les organisateurs, c'est prévu qu'on s'y attelle dessus parce qu'en plus on va faire une semaine sur le bénévole, sur les organisations, donc on va beaucoup intervenir là-dessus. Et on a quand même fait aussi pas mal d'interviews comme ça, spécifiques à des clubs, présentation club 100%, avec des présidents de clubs. Donc ça, on va y repartir à partir de la semaine prochaine, puisque j'ai le club de la pétanque du Ruisseau de la Marquise dans mon comité. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi, c'est de pouvoir faire connaître tout ça, comme tu dis, c'est bien. Ben oui, parce que nous, on vient, on jette nos boules. Ben oui, voilà, c'est facile. Mais derrière, il faut savoir qu'il y a des tas de bénévoles, des ces gens-là. Moi, en faisant de l'animation, je me suis aperçu comme ils comptaient dans un club, mais vraiment, ne serait-ce que pour nous, on va juste boire un café dans je veux dire, dans un bénévole, mais on ne sait pas le boulot qu'il y a derrière. C'est ça. Et c'est un peu leur rendre hommage que de parler d'eux. On s'en rend pas compte, hein, nous en tant que joueurs. Moi, je suis beaucoup dans le bénévole, puisque tout ce qu'on fait, c'est du bénévolat. Là. On n'est pas payé, on gagne rien. C'est que du bénévolat. Je donne beaucoup de bénévoles à mes clubs. J'ai aidé aussi des clubs à faire des manifestations. Alors, je suis même pas dans leur club. Mais les gens, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que par exemple pour un national, eux, ils arrivent le samedi matin, ils jouent, mais ils savent pas que les gars, ça fait déjà une semaine qu'ils y travaillent dessus, et qu'après pour ranger, il y a la compta, il y a tout, en gros pour un national, il y a 2 semaines de travail minimum, et ça, ils s'en rendent pas compte les gens, et c'est pour ça qu'on va mettre ça en avant. Alors je vais juste rectifier un truc. La préparation d'un national, c'est 1 an de boulot. Oui. Je me dis, c'est pas 15 jours. 15 jours, c'est la chose la plus facile pour les bénévoles. Mais il faut savoir qu'il y a des organisations de l'auto dans l'hiver. Il y a tout ça derrière. Il y a aller chercher les sponsors tout l'hiver. Mais c'est énorme, c'est pas 15 jours. 15 jours, c'est juste la mise en place. Voilà, moi je parle de la mise en place parce que je suis d'accord avec toi sur le boulot parce que nous en plus, je sais pas si tu es au courant, avec le groupe pétanque, on est allé chercher un sponsor pour pouvoir créer des nationaux jeunes en France l'année prochaine, donc on est allé voir Decathlon et je t'avouerai que ça fait 1 an quasiment qu'on y travaille dessus avec le groupe pétanque Decathlon et puis maintenant la Fédé qui a pris le relais. Et moi quand j'ai contacté Nyon c'est tout et au mois de septembre, ils m'ont dit qu'ils pourraient pas parce qu'ils sont déjà sur le projet du national de leur semaine du mois de septembre 2021 et tu as tout à fait raison, c'est 1 an de travail minimum pour pouvoir permettre aux joueurs d'exercer leur plaisir. Donc ça, faut qu'on le souligne parce que c'est facile de cracher sur une organisation quand il y a un petit problème. Mais après, il faut l'organiser. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui auraient le courage de le faire. Ah oui, non, mais là, moi je leur rends hommage à chaque fois que j'anime. C'est les premières personnes à qui je rends hommage lors de juste avant la finale au protocole, c'est les bénévoles parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut les remercier. Et je pense que les joueurs, pour remercier le bénévole, c'est de bien se tenir. De respecter. Je pense que voilà, c'est la première chose pour penser aux bénévoles et être voilà. Moi je suis d'accord avec toi et d'ailleurs quand on fera la semaine sur le bénévolat, il y a un point que je vais surtout souligner, c'est que moi ce qui me dégoûte dans ce truc là, c'est que quand tu vas faire un national ou même des petits concours, tu as des débris de verre, en fait les gens ils respectent pas les lieux, les locaux. Et je trouve ça très dommage parce que le jour où on n'aura plus ça, on pourra plus jouer à la pétanque non plus. Donc tu as raison, il faut qu'on fasse un truc fort et qu'on le montre correctement. Déjà nous, on soutient les bénévoles et on essaye d'inciter les gens à respecter tout ça. Voilà, c'est là où c'est important. Ludo, je vais juste rajouter un truc. C'est là où c'est important, c'est dans ces écoles, les écoles de pétanque. Parce que tu viens de parler de respect là, tu viens de vraiment de mettre le point sur un truc important, c'est le respect. Et le respect, on l'a que si on fait une éducation. L'éducation, on la fait où? Dans les écoles de pétanque. Si on n'a pas d'éducation, la pétanque ne pourra pas progresser. Et donc c'est très bien, moi j'encourage les gens comme toi à s'occuper des jeunes et tout ça. Franchement, je suis content de voir tout ça sur Facebook. Mais je pense que c'est là, voilà, la base c'est l'éducation dans les écoles de pétanque. Si on apprend un gamin à être, entre guillemets, un con, il sera con plus tard. Si on lui apprend le respect et être respectueux des choses, eh bien on nous retrouvera ça plus tard. Voilà. Très bien. Comme dans la vie familiale, c'est la même chose. Très bien. Une dernière question, avant que toi tu dises ton mot de la fin.
Est-ce que tu penses que le groupe pétanque pourra apporter quelque chose en plus encore à la pétanque? Oui, la preuve, c'est on commence à parler des jeunes et tout ça. Moi, je trouve que c'est très important. Votre groupe devient de plus en plus important. Et plus il va devenir important, plus il va être pris au sérieux. Donc, ça, c'est très bien pour vous. Moi, je suis content, franchement, que tu m'aies appelé pour faire cette interview super sympathique avec des gens que j'adore. Je pense, j'ai regardé un peu les administrés, donc il y a Yaya et tout ça, des gens que je côtoie. Bah, il y a Des Stéphane gens Garin, qui tu faire dois connaître évoluer la aussi. pétanque. Ouais, je la connais beaucoup dans ton, dans ton bureau. Voilà, vous avez envie de faire évoluer les choses, mais évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire vous acceptez les critiques, mais les constructives. Voilà, tout ça c'est vachement important. Vous êtes à l'écoute de tout et de tout le monde, et vous arrivez à faire la différence des bonnes et des mauvaises choses, et ça c'est super. Très bien. Voilà. En tout cas, moi je te remercie Nicolas d'avoir passé un peu plus d'une heure avec moi. Si tu veux rajouter quelque chose aux gens qui t'ont écouté ou qui vont t'écouter par la suite, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui regardent en rediffusion aussi, c'est le moment. Là, vas-y, si tu as quelque chose à rajouter, profites-en. La parole est à toi. La seule chose il y a deux petites choses, c'est de continuer à prendre du plaisir à jouer à la pétanque. Parce qu'il faut savoir qu'on le voit à l'heure actuelle, ça nous manque. Donc voilà, d'être heureux sur un terrain de pétanque, respectueux, parce que voilà, c'est des choses très importantes. Et bien sûr, à votre groupe, je lui souhaite tout le bonheur. Voilà. Très bien. Moi je te remercie Nicolas. Je remercie à tout le monde de nous avoir suivis. Je vous donne un petit peu le programme de la semaine prochaine parce que en plus il y a quelqu'un que tu connais très bien à mon avis, qui est du bas aussi. J'aurai la petite Charline en interview vendredi 19 parce qu'elle fête ses 18 ans le jeudi 18, donc le vendredi 19 elle sera en interview à ta place. Le samedi j'ai Daniel Rizzo qui sera avec nous aussi, qui est une super personne que j'ai eu la chance de rencontrer à Gap. Et puis le dimanche matin, nous finirons avec le club de la pétanque du ruisseau de la Marquise du secteur de Valence, où deux personnes qui sont dévouées pour la pétanque nous présenteront leur club et puis nous parlerons un petit peu aussi de la pétanque de tous les jours. Donc voilà pour le programme de la semaine prochaine. Moi je vous remercie à tous et puis merci encore à toi Nico. On te souhaite bonne chance pour tes objectifs d'animation. Et on n'est pas inquiet là-dessus parce que tu parles très bien et tu soutiens une très belle image de notre sport. Et puis pourquoi pas te souhaiter un championnat de France l'année prochaine triplette. Allez, c'est gentil. Je vous remercie à tous. Merci. Ciao ciao.